Nous recommandons fortement de conserver une certaine flexibilité concernant la répartition de l'immigration économique en regard de l'immigration humanitaire et familiale. Nous serons cependant heureux de voir croître naturellement la part des personnes sélectionnées par le Québec. En ce qui concerne contribuer à la limite des effets du vieillissement de la population, nous appuyons cette orientation, mais nous sommes surpris que parallèlement à l'élimination de la grille de sélection dans le projet de modification publié le 7 juin dernier, rien n'a été prévu pour prendre en compte la présence des enfants, même si ces modifications portent sur l'immigration économique permanente. Il y a toujours eu des préoccupations démographiques dans les politiques d'immigration québécoises. Merci et je cède la parole à Mme Sylvie Gonnet. Oui, alors je poursuis avec les délais de traitement. Le MIFI a longtemps été en mesure de traiter les dossiers du PEC en 20 jours ouvrables. Il n'y a pas de raison, avec l'allègement des conditions proposées récemment, en particulier pour le volet des diplômés, que le MIFI ne retrouve pas ce niveau de qualité de service dans le délai. En ce qui concerne les ressources budgétaires disponibles pour le traitement, nous réitérons nos demandes de 2016 et de 2019 pour que le frais de tarification serve uniquement à financer les opérations de sélection du MIFI au lieu d'être envoyé au Fonds consolidé de la province, comme c'est le cas actuellement. Concernant la capacité d'accueil, la réflexion sur la capacité d'accueil ne devrait pas se limiter à un exercice fait tous les 3 ou 4 ans, mais devrait faire l'objet d'un processus continu. Le MIFI, le gouvernement dans son ensemble et la population du Québec pourraient bénéficier de l'existence d'un organisme permettant la réflexion et la consultation en immigration et intégration, notamment pour documenter notre capacité d'accueil. En 2007, le gouvernement a, selon nous, aboli inutilement le Conseil des relations interculturelles dont les avis ont été la plupart du temps fort pertinents. Sans faire revivre tel quel l'organisme, la création d'un organisme rassemblant toutes les parties prenantes de l'immigration, qui serait autonome du MIFI, pourrait s'avérer fort utile pour dégager les consensus dont la société québécoise tirerait profit. Maintenant, concernant l'immigration temporaire, le nombre de travailleurs temporaires et d'étudiants présents au Québec a considérablement augmenté depuis quelques années. Nous aurions aimé avoir l'occasion d'élaborer un peu plus cette question dans le présent exercice de consultation. Mais puisque nos membres sont activement présents dans ce mouvement-là. Donc maintenant, pour la réforme à venir dans l'ensemble des programmes d'immigration économique, nous vous invitons à prendre connaissance en annexe de notre mémoire et de nos récents commentaires sur le projet de règlement modifiant le règlement sur l'immigration au Québec, publié le 7 juin dernier. Merci. Merci. Alors, ça a été rapide. Merci beaucoup. On va donc entamer la période d'échange avec les parlementaires. Du côté de la banquette gouvernementale, je reconnais la ministre. Donc, comme à l'habitude, vous bénéficiez d'une période de 16 minutes 30 secondes. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci à vous quatre pour votre participation aux échanges. Je crois que c'est la première fois qu'on a une formule hybride, donc c'est intéressant de voir que c'est possible d'adopter cette formule-là pour nos consultations. Alors, merci d'avoir déposé un mémoire et d'être venu à notre rencontre. C'est très apprécié pour nous de partager, que vous partagiez votre expertise et votre expérience. Je commencerai par un thème que vous venez tout juste d'aborder, Madame, à savoir celle de la capacité d'accueil. J'aimerais vous entendre sur ce que vous verriez qui soit à inclure dans ce que l'on appelle la capacité d'accueil. Et j'entends que vous proposez de la réviser non pas aux 3-4 ans, mais plutôt d'une manière beaucoup plus fréquente. Donc, comment est-ce que vous verriez qu'on puisse avoir une mécanique qui soit peut-être en continu et qui seraient les participants à l'élaboration de cette capacité d'accueil et qu'est-ce que vous y metteriez? Oui, on parlait en fait de plusieurs parties prenantes qui seraient qui viendraient
recréer, en fait, ce qui existait à la base. Bon, la capacité d'accueil, je pense que je vais laisser M. Dory aller de l'avant, qu'on s'était partagé. Donc, c'est correct. Merci, Sylvie. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on doit regarder ça d'une façon stratégique. Vous avez probablement, si on peut nommer ça un peu une idée de droite, qui dit une personne qui arrive ici, qui trouve un emploi, est déjà intégrée, et on peut aller beaucoup plus à gauche en disant non, il faut tenir la personne par sa main, puis faire passer toutes les étapes, incluant la francisation et toute autre étape, pour que cette personne s'intègre. Nous, ce qu'on pense, c'est quelque chose qui est régulier, continu. En fait, en disant quelque chose, je veux dire une commission ou un groupe de personnes reliées au ministère qui fait des rapports pertinents. Parce que ce qui arrive, c'est que jusqu'à date, et selon mon expérience, ça fait plus de 20 ans dans le domaine, il n'y a pas une définition claire c'est quoi l'intégration. Et peut-être avec un système pareil continu, on arrivera un jour à dire, pour nous, au Québec, s'intégrer, c'est tel, disons, on rétrécit ça à une liste d'engagements que le gouvernement et la population peuvent atteindre pour pouvoir considérer une personne qui est bien intégrée ou mieux intégrée ou peu intégrée. Donc, vous parlez de capacité d'intégration, ce qui me semble être un peu différent de la notion de capacité d'accueil. Parce que capacité d'intégration, bien, ça prend un accompagnement, ça prend une connaissance de la langue, ça prend un emploi à la hauteur de ses compétences et tout ça. Tandis que la capacité d'accueil, pour moi, c'est plus des éléments externes à la personne. C'est par exemple la possibilité d'accéder à un logement, la possibilité d'accéder à une place en CPE s'il y a des enfants qui requièrent ces centres. Ça peut être la capacité d'accéder à des soins de santé. Donc, est-ce que la proposition que vous avez par rapport à une mécanique de révision en continu, c'était davantage lié à la capacité d'intégration ou la capacité d'accueil? Parfait. Merci pour la clarification. En fait, pour l'accueil en tant que tel, nous, on parlait d'intégration, mais en tant qu'accueil, c'est plus une question de nation. En d'autres termes, il faut vérifier c'est quoi l'investissement qu'un gouvernement voudrait mettre aujourd'hui pour le récupérer plus tard. Donc, c'est beaucoup plus axé sur l'économie. Donc, nous, on parlait probablement plus d'intégration dans mon commentaire. D'accord. On a travaillé beaucoup de notre côté la capacité d'intégration au cours des dernières années, là, en travaillant avec des organismes déployés partout au Québec pour accompagner les personnes immigrantes. Également, il y a la francisation Québec qui fait partie des leviers que l'on a mis en place là, pour améliorer la capacité d'intégration. Et également, il y a nos bureaux régionaux qui sont déployés dans 73, avec 73 antennes, 9 directions régionales. Donc, tout ça, ça fait partie de la capacité d'intégration qu'on a travaillé beaucoup ces dernières années, puis qu'on va continuer à faire évoluer également. Mais la notion de capacité d'accueil est quand même assez centrale aussi à la réflexion actuelle, considérant les limitations, particulièrement en matière de logement. Donc, merci. Je vous amènerai maintenant sur le niveau de français. Vous mentionnez à la page 3 que le niveau de français exigé là, des personnes immigrantes devrait être le niveau 5. Donc, j'entends que ce devrait être, selon votre point de vue, le niveau 5 pour tous, peu importe le statut et le type d'emploi exercé par les personnes qui travaillent. Donc, est-ce que vous ne craignez pas que ça soit limitant un peu pour les personnes, pour certains types de professions à haute qualification, que le fait qu'ils soient de niveau intermédiaire, mais au tout début là, de la catégorie intermédiaire en termes de connaissance du français? On sait que la communication au sein des entreprises, c'est assez central. Donc, la maîtrise du français, c'est un élément vraiment de grande importance, particulièrement pour les personnes qui ont des hautes qualifications. Donc, j'aimerais vous entendre sur cette proposition que vous avez. Oui, je peux prendre. En fait, moi, je suis beaucoup plus terrain, là, ce que je remarque, les entreprises,
Oui, c'est important que les gens parlent français. Il y a différents niveaux de poste, comme vous dites. Effectivement, si c'est des gens qui font du service à la clientèle ou qui sont dans des emplois où la santé-sécurité est en jeu pour les autres travailleurs ou pour eux-mêmes, les niveaux de français, oui, effectivement, il faut que ce soit peut-être plus élevé. Mais par contre, il y a beaucoup d'emplois qui peuvent être faits avec un niveau 5, niveau 3 pour les conjointes. On a quand même, depuis plusieurs années, eu des gens qui sont entrés ici au Québec et puis qui ont évolué de cette façon-là. Donc, c'était un peu ce qu'on remarque sur le terrain. Puis, je mentionnerais concernant les bureaux que vous avez mis en place et tout ça, je ressens de la part des employeurs et des travailleurs vraiment une grande appréciation de ça. Je me le fais dire régulièrement, là, les efforts que vous avez faits au niveau de la francisation, ça se remarque sur le terrain. Puis, c'est ça, c'est un service qui est apprécié. En fait, il y a peut-être eu des petites lacunes là, dernièrement avec le niveau que vous avez rajouté pour centraliser. Mais j'imagine que c'est un ajustement puis que ça va se revenir à ce que c'était récemment. Bien, merci. C'est une capacité d'intégration que l'on a rebâtie parce que, bon, sous le gouvernement antérieur, l'ensemble des bureaux en région avait été fermés. On s'est aussi affairé à rétablir les équipes qu'il y avait à l'international. La plupart d'entre elles avaient été là aussi abolies. Donc, on s'est assuré de reformer les équipes à l'international et de les déployer même à plus large échelle pour faire en sorte qu'on ait un continuum qui parte du pays de provenance ou de la région de provenance. Des fois, ça couvre un ensemble de pays jusqu'à la région dans laquelle ils vont s'établir au Québec pour être certain que tout fait l'objet d'un suivi là, à chaque étape. Et on s'assurera de passer les bons mots que vous avez par rapport au bureau en région à nos équipes. Ils vont être contents de l'entendre. Je vous amène à la page 7 de votre mémoire. Vous affirmez que le gouvernement pourrait bénéficier de l'existence d'un organisme permanent de réflexion et de consultation qui serait semblable à l'ancien Conseil des relations interculturelles. Donc, j'aimerais ça que vous me parliez des raisons qui justifieraient, de votre point de vue, la création d'un tel organisme et comment verriez-vous que tel organisme fonctionne? OK. Je vais prendre cette question, Madame la ministre. L'organisme que nous envisageons, c'est une entité qui aurait des personnes qui viennent de l'académie, des personnes des recherches, ainsi que des personnes sur le terrain. Il y avait auparavant un organisme qui a été aboli, comme on le mentionne, et nous pensons qu'un tel